débat est de retour, mesdames et messieurs. Très heureuse de recevoir pour vous Rex Kazadi. Il est là. Il vient vraiment tout fraîchement de Paris. Donc nous allons parler un peu de la diaspora congolaise. Nous allons parler de notre pays. Nous allons parler de la double nationalité, entre guillemets, de la loi Tchani et tout. Et avec lui, vous l'avez beaucoup demandé. Ben voilà, il est là. Rex Kazadi, très heureuse de vous retrouver. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Parce que nous avons ouï dire cette fois-ci qu'on a ouvert les élections aux Congolais de l'étranger. Ça se passe bien? Est-ce que ça a déjà commencé? En tout cas, c'est vraiment l'une des actions politiques le plus courageux et, comment dire, et les plus importants, en tout cas à mon égard, que le chef de l'État a fait. Ça fait presque depuis 2014 qu'on se bat pour que la diaspora ait le droit de vote. Bon, malheureusement, ils ne sont pas allés au bout parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des députés. Ah, il n'y a pas de députés des Congolais de l'étranger? Malheureusement. On n'a que la possibilité de voter. Normalement, en France, il y en a, je pense, bien sûr, si je ne me trompe pas. Bien sûr il y en a. Ils pouvaient aussi très bien... c'est une circonscription quand même. Bien sûr, puisqu'on nous allons voter. Okay. Donc c'est une circonscription électorale. Donc on peut aussi avoir des députés votés par la diaspora, dans la diaspora, et siégeant à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, voilà, qui représenterait les intérêts de la diaspora, des Congolais de l'étranger. Mais un gros problème, on s'est dit, beaucoup de Congolais n'ont vraiment plus la nationalité congolaise. Comment savoir que, par exemple, Rex Kazadi n'est plus congolais? Il est français, mais il a dit qu'il y aura la triche par rapport à ça. Et c'est la grande peur des Congolais. Moi, je suis de nationalité congolaise. J'ai toujours été de nationalité congolaise. Jamais changé de nationalité. Je suis un vrai patriote. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Congolais. Et en dehors de ces Congolais-là, on a aussi nos enfants. Qui sont devenus français automatiquement parce qu'ils sont nés sur le territoire français. Et qui sont des adultes, qui ont 24 ans, 25 ans, qui ont la possibilité de voter. Ils ont le droit de vote? Pour l'instant, non, puisqu'ils ne sont pas de nationalité congolaise. Seuls ceux qui ont la nationalité congolaise peuvent voter. Et encore, ceux qui n'ont pas la carte des résidents ne peuvent pas voter. Ça veut dire ceux qui ont la nationalité congolaise, mais qui n'ont pas une carte de séjour, ne peuvent pas voter. Donc il y a, et puis à part la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, l'Angleterre aussi, Londres et Washington, dans les autres pays limitrophes, les Congolais ne peuvent pas voter. Donc il faudrait comme c'est un ballon d'essai, on encourage. On encourage, c'est la première fois. Et moi je connais des Congolais qui sont arrivés en France depuis plus de 30 ou 40 ans. Ils étaient ici à l'époque de Mobutu, ils ont quitté le Congo à l'époque de Mobutu, ils n'ont jamais voté de leur vie. Jamais. Puisqu'ils ne sont pas français, donc ils n'ont jamais voté en France. En France non plus. Cette fois-ci, ça sera la première fois pour eux de pouvoir s'exprimer. Mais comment ça s'organise? Vous avez les ambassades? J'étais à l'ambassade de Paris, de la RDC à Paris. Ça s'était très bien passé. En moins de 5 minutes, on obtient sa carte d'électeur. L'accueil très bien, etc. Comme je vous dis, les petits bémols, c'est que... Bon, il y a des amis qui avaient des passeports, mais qui n'avaient pas des cartes de séjour parce qu'ils n'ont pas de papiers. Ils n'ont pas pu voter. D'autres qui venaient de la Suisse. Tu viens de la Suisse, comme tu n'es pas de la France, tu ne peux pas voter. Donc il faudrait que pour la prochaine fois, qu'on élargisse et qu'on prenne les cas particuliers pour permettre à toute personne de nationalité congolaise de pouvoir voter. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Quelle est la température là-bas? Que pense l'opposition? Quel est le favori, le candidat favori pour la présidence là-bas? Ça sera pour l'instant, les gens sont en train de se préparer. Et je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, vous allez vraiment savoir la tendance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, quelle est la tendance c'est que la population congolaise en a marre de ce qui se passe dans le pays. Avec les problèmes à l'Est, avec les territoires qui sont occupés par des étrangers, tout Congolais en a marre. Et donc, tout Congolais se pose la question, que fait l'État congolais, que fait le gouvernement? Rex Kazadi, nous allons prendre ce sujet épineux, puisqu'on en a déjà parlé un tout petit peu, de cette histoire de double nationalité. Vous savez que la proposition de la loi Tchani a ressurgi. Et ça pose énormément de problèmes. Moi, je pose directement à Rex Kazadi une question directe. Un Congolais habitant en France, qui a acquis la nationalité française ou belge ou je ne sais pas moi quoi, et un métis, ça c'est vraiment direct, parce que nous ne devons plus nous voiler la face aujourd'hui, la question, et c'est vraiment une patate vraiment chaude. Hein.
et un métis né d'une mère ou d'un père congolais et un autre de ses parents est étranger, qui est plus congolais? C'est vraiment, parce que c'est ça vraiment le débat de fond. Qui est plus congolais? C'est lui qui est congolais de père et de mère mais qui a changé de nationalité? Ou c'est lui qui a seulement une mère ou un père de nationalité congolaise? Non, moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. C'est comme si vous me disiez... Mais les Congolais, oui. C'est comme si vous me disiez, vous avez un enfant, un enfant que vous avez fait avec une Congolaise et un enfant que vous avez fait avec une Blanche. Est-ce que cet enfant n'est plus votre enfant? Il reste votre enfant, au même titre que celui qui est fait avec une Congolaise. Les deux enfants sont vos enfants. Et lorsqu'on parle des nationalités, moi je poserais une question. Est-ce qu'un Moulouba n'est plus Moulouba parce qu'il a la nationalité américaine? Est-ce qu'on enlève, on dit non, yo ki Moulouba no esili, parce que tu es de nationalité australienne? Est-ce qu'un Mongala, parce qu'il est au Brésil, Azalasus Mongalate? Pourquoi on n'enlève pas? Parce que nous, on sait que la nationalité congolaise, ce sont, selon la Constitution, les ethnies qui étaient sur le territoire congolais au moment de l'indépendance. Quelles étaient ces ethnies? C'était les Bangala, c'était les Balouba, c'était les Bakongo, etc., etc. Est-ce que ces ethnies-là, on peut l'enlever à quelqu'un? Est-ce qu'un enfant qui est né en France n'est pas un Mongala? On parle que des nationalités. La nationalité, elle est stricto sensu juridique. C'est pour ça qu'on peut la changer. Mais est-ce qu'un Moulouba peut changer, peut devenir Mongala demain? Je prends un exemple pratique, comme aux États-Unis. C'est vraiment le melting pot aux États-Unis. Est-ce qu'un Japonais, par exemple, un Américain d'origine japonaise, se sent-il plus japonais qu'américain, au fait? Aux États-Unis, ils sont tellement inclusifs, c'est-à-dire qu'ils sont tellement qu'ils vont te faire, ils vont t'intégrer dans le système américain que tu te sentiras automatiquement beaucoup plus américain qu'autre chose. Ça, c'est la force des États-Unis. La force d'intégration des États-Unis d'Amérique. Mais en France, non. Hein? Mais non, en France, non. Vous n'êtes pas encore... En France, ça dépend comment tu es avec ta culture. Parce qu'il y a des Congolais, on en a souvent, les Congolais sont en avion. Le mois Kinshasa, il y a 25 ans, mais du matin au soir, maman, c'est un Congolais. Bamona mindelete, balia kaka na ba restaurant congolais, bakende na ba bar congolais, bakende na ba soirée congolais. Donc ils vivent en France mais que en vase clos. Donc ils n'ont pas d'interactivité avec les autres communautés. Okay. Tu comprends? Donc quelqu'un comme ça, même si on a 20 ans à poto, c'est namutu nae atikali kaka congolais. Il n'a pas changé. Donc cette personne-là n'est pas intégrée. Cette personne-là ne connaît pratiquement rien de la vraie France. Alors aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, on vient te chercher. Aux États-Unis, quand tu arrives, tu rentres dans une maison, les voisins viennent préparer, on te dit, mais tu viens d'où? Explique-nous ta culture, etc. Aux autres, à la fête, il faut inviter Mindele. Il faut que Mindele, on a nourriture congolaise, etc., etc. C'est ça vraiment la très grande différence entre les États-Unis et l'Europe, quoi. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de double nationalité en République, parce que chez nous, il n'y a pas de double nationalité. De fois, malheureusement. La nationalité étrangère. Mais est-ce qu'on doit vraiment remettre ça sur la table? Parce que vous avez dit, vous avez des enfants, nos compatriotes ont des enfants qui sont automatiquement français, belges, américains et tout ça, mais qui se sentent congolais. Bien sûr. Alors comment faire? Parce qu'on doit mettre ça, il faut qu'il y ait un soubassement juridique. On doit en parler. Pourquoi on n'aime pas? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi on n'aime pas en parler en RDC? Pourquoi c'est comme un tabou, c'est comme un truc de honte? Je ne comprends pas pourquoi on en parle. Ça s'explique justement avec la guerre de l'Est. Et à l'époque où on avait voté que la nationalité soit exclusive, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des étrangers, en l'occurrence des Rwandais, qui puissent rentrer en masse et comment influencer le vote congolais. C'était ça l'idée du départ. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que cette idée exclut des millions de Congolais vivant à l'étranger. Et puis ça ne va rien changer. Mais ceux-là sont là dans les institutions. Ceux que vous craignez, ils sont là en train de nous diriger entre guillemets aujourd'hui. C'est la grande question. Beaucoup viennent en caméléon et se cachent. Exactement, ils se cachent. Et ils viennent ici, ce sont plutôt des gens qui sont malhonnêtes, qui disent pas la vérité, qui ont acquis des nationalités à l'étranger, mais qui reviennent au Congo via des amis, machin, et récupèrent
leur nationalité congolaise. Certains même ont abandonné, parce que juridiquement, on peut abandonner lorsqu'on a été naturalisé. On peut abandonner la nationalité. On peut abandonner la nationalité belge, on peut abandonner la nationalité française et récupérer sa nationalité d'origine. Ça, on peut le faire. Donc je pense que certains cas, certaines personnes sont dans ce cas-là. Mais le problème de la nationalité ou de la double nationalité est un faux problème. Les Congolais sont Congolais, œuvrent pour le Congo. La diaspora fait énormément pour le Congo. Les personnes qui se sentent Congolais ou qui veulent travailler pour le Congo, on doit leur permettre de le faire. Parce qu'on a aussi dans ce pays des Indiens, mais qui œuvrent pour ce pays. On a des Libanais qui sont là depuis des générations, mais qui œuvrent pour ce pays. On doit leur permettre à ces gens-là d'avoir la nationalité ou d'avoir la double nationalité pour les permettre de participer à la politique de ce pays, pour participer au vivre ensemble dans ce pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça ne va pas, le pays ne va pas tomber parce qu'on a ouvert la nationalité. Encore pire, si nous avons nos propres enfants qui sont à l'extérieur, qui ont envie d'œuvrer pour ce pays, on doit leur permettre de le faire. Moi, je pose vraiment des questions directes et vraiment des questions que la population se pose. C'est vrai, on doit ouvrir. Mais beaucoup disent, les Congolais qui ont acquis une autre nationalité ont double avantage. Ils viennent ici, ils travaillent ici, et ils prennent des avantages d'ici et le ramènent là-bas chez eux. Ils n'investissent pas ici, en fait, parce que leur terre d'accueil est devenue leur ancrage, en fait. Vous avez dit, un Congolais qui a fait 40 ans en France, il a beaucoup plus investi en France émotionnellement et tout ça. Même s'il revient ici, le peu d'argent qu'il a, mon gros salaire, il y a en France. À quoi investir à tes pour bananer bali kuna, donc le Congolais s'est dit, il y a une sorte de, moi le couteau mon boiso salima. Voilà quoi, ils ne sont pas honnêtes entre guillemets. La vérité, c'est qu'il y a plus de les chiffres de la Banque mondiale, c'est qu'en 2021, il y a eu 10 milliards. 10 milliards que les Congolais de l'étranger ont envoyés au Congo. Okay. Mais il n'y a pas le contraire. Le Congo n'a pas envoyé ne serait-ce qu'un million à l'extérieur. Vous êtes sûr? Le Congo n'a pas envoyé ne serait-ce qu'un million à l'extérieur. L'argent qui est envoyé à l'extérieur, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des capitaux un peu douteux, mais il n'y a pas comme ça une population congolaise qui va en aide aux Congolais qui sont à l'extérieur. À part peut-être à part peut-être que des pères de famille, des gens qui sont bien assis financièrement, qui aident leur famille, etc. Mais il n'y a pas comme ça massivement de l'argent qui quitte l'Afrique, à part bien sûr dans les entreprises occidentaux où les gens viennent prendre ici pour amener chez eux. Mais les Congolais eux-mêmes ne sortent pas leur argent pour financer les Congolais de l'extérieur. Non, c'est pas vrai. La vérité, c'est plus dans l'autre sens. Donc on n'a pas à se faire de soucis. Il ne faut pas être jaloux en se disant, oui, ils vont venir prendre ici, mais ils sont chez eux. On les considère comme des étrangers, alors que Bazali Banambo, Nakatambo, Kanabango. Ceux qui ont eu l'opportunité, il y a Rubima. Mais personne n'est interdit, il y a Rubima. Mais on ne va pas t'interdire parce que tu as des avantages, il y a Rubima Mboka, au Salamakomblibanda, que tu ne peux pas bénéficier de ce qui t'est dû, parce que c'est la terre de tes ancêtres. Moi, j'avais mon père qui me disait, qu'est-ce que c'est que le Congo? Le Congo, c'est pas plusieurs ethnies, c'est plusieurs propriétaires terriens qui ont donné leur terre à la République. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça. Nous avons tous donné notre terre à la République. Pour former la RDC. Pour former la RDC. Donc nous sommes tous propriétaires de nos terres. Nous sommes mabélé, il y a Banagnon sur le Congo. Alors, il n'a pas le droit, il n'a pas ceci, il n'a pas... Non. C'est impensable. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on est en dehors de la République, on a peut-être une vision assez large de ce qui se passe. Vous avez l'Internet assez facilement. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui chaque fois qu'on vous dit une telle cité est tombée, telle cité est tombée? Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'une autre vient de tomber, c'est Kilirowe, je crois, je prononce bien. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les cités tombent les unes après les autres. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la colère, je ressens de la frustration. Parce que, Henri Sabino, nous sommes, et je peux être fier de ça, nous sommes les seuls, depuis ces 30 dernières années, à avoir posé des actions contre le Rwanda. Le seul, nous avons, les combattants à Paris avaient attaqué l'ambassade du Rwanda, avaient brûlé l'ambassade du Rwanda, et beaucoup d'entre eux sont terminés en prison. Je me rappelle. Mais nous l'avons fait. Ça veut dire que ce qu'on banga,
Bitumba. C'est pas seulement Baboma Bissoté. Oh non, les Rwandais vont tuer les gens à l'extérieur. Non, on était prêts. Et ceux qui Mekaki, on allait monter les niveaux. Ça veut dire que les Congolais sont prêts à se battre. Les Congolais veulent se battre. Les Congolais en ont marre d'être humiliés. Les Congolais en ont marre d'être piétinés. Les Congolais en ont marre que ceux qui sont censés protéger les vies des Congolais laissent faire. Les Congolais en ont marre de voir que un avion de chasse se fait tirer dessus dans notre pays et rien ne se passe. Aucune riposte. Un acte de guerre que nous subissons, rien, absolument rien ne se passe. Si on avait fait la même chose au Rwanda, on aurait eu autre chose. Si on avait fait la même chose dans n'importe quel pays du monde, il y aurait eu une réaction. Mais le président de la République privilégie le dialogue, la diplomatie, le président de la République, et tout ça. Le président de la République... C'est un homme de paix, comme on dit, il n'aime pas trop la guerre. Le président de la République, il se trompe dans sa stratégie. Lorsque moi, je l'ai vu devant le pape dire « il faut sanctionner le Rwanda ». C'est toujours... Il dit toujours ça. Hein, ouais, non, mais attends, moi, je vais poser une question. Qui? Il faut sanctionner qui? La communauté internationale. Qui? Quelle communauté internationale? Il faut sanctionner le Rwanda. Qui? Les gens ne savent pas que le Rwanda tue les Congolais depuis 30 ans. Pourquoi ils ne l'ont pas sanctionné depuis 30 années que ça arrive? L'Ukraine, vous voyez, la communauté internationale se mobiliser clairement et défendre l'Ukraine. Alors qu'on a perdu plus d'êtres humains au Congo qu'en Ukraine. D'ailleurs, on avait même des militaires ukrainiens qui étaient sur le sol congolais avec la MONUSCO, soi-disant pour défendre. Ils sont répartis. Hein. Ils sont répartis pour se battre pour leur pays. Ils ont le droit et ils ont bien fait. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on attend pour défendre notre pays? Hein? Le chef de l'État, il est comme un spectacle. J'ai l'impression que des fois, que moi et lui, nous sommes pareils, c'est-à-dire que nous sommes tous dans l'opposition, nous regardons ce qui se passe et nous commentons. J'ai l'impression que lorsque j'écoute Sama Lukonde, Premier ministre, il s'exprime comme un opposant, comme une personne qui constate. Il va te dire, hein, mais vraiment de manière très brillante, il te dira ce qui se passe pas, ce qui marche pas au Congo. Oui, au Congo, ça va pas. Au Congo, il faut faire ci. La sécurité, elle est comme ça. On nous attaque ici. D'ailleurs, c'est Paul Kagame. Il vient ici. Moi, je me pose la question. Lorsqu'il a énuméré tout ce qui ne va pas, est-ce qu'il ne sait pas que c'est à lui de poser un acte pour que ça s'arrête? C'est ça. Les gens se disent, vous avez complètement raison, les gens se disent, est-ce que le président de la République ou nos autorités savent qu'ils ne sont plus dans l'opposition? En fait, ils sont au pouvoir. Peut-être qu'ils se sentent toujours dans l'opposition. J'ai l'impression. L'âme d'un opposant. J'ai l'impression. Le chef de l'État s'exprime comme quelqu'un qui constate un fait pour lequel il ne peut rien faire. Il est impuissant. On ne voit pas les actes que le chef de l'État a mis en place. Vous savez, c'est peut-être pas vérifié, mais j'ai eu un chiffre dans les médias disant que le M23, c'était 1000 hommes. Donc, 1000 hommes. 1000 hommes. C'est même pas un bataillon. Un bateau, soldat n'a évité ce bataillon, ça a 1000. 1000, c'est quoi? Ça forme quoi, là? Mais le problème, c'est que comment ils arrivent vraiment à faire fuir nos militaires. Et puis, on apprendra que nos militaires arrivent au front, commencent à tirer. Il n'y a plus de munitions. J'ai pas fini ma phrase. Rex Kazadi, on nous a dit qu'on a quand même acheté des avions Sukhoi, mais sur le terrain, on ne sent pas, c'est vrai que c'est peut-être secret défense, mais on nous a bombardés, on a vu, mais on n'a pas ressenti, on n'a pas senti la réaction de nos Sukhoi. Non, mais il n'y a pas eu de réaction du tout. Vous imaginez, d'abord je me pose la question, pour quelle raison, comment dire, on s'est contenté. À 6 millions, on a pu acheter une dizaine d'avions Sukhoi. Pourquoi ne pas mettre 60 millions et en acheter 100? Pourquoi le RDC ne s'est pas équipé davantage? Pourquoi nous n'avons pas acheté des drones? Vous avez vu en Iran, ils ont des drones iraniens que l'on voit actuellement sur les théâtres pendant la guerre de l'Ukraine. Exactement. Un drone qui coûte les Sarna 20 000 à peine. 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000 euros. Un drone. Wow. Un drone Sarna, c'est-à-dire qui peuvent frapper à 700 km. Ça veut dire que de Goma, nous pouvons toucher Kigali, si nous le voulons. Pourquoi il n'y a pas de stratégie pour équiper, armer efficacement notre armée et permettre aux Congolais de riposter aux attaques rwandaises? Pourquoi le chef de l'État hésite à déclarer la guerre au Rwanda? Pourquoi
jusqu'à présent, nous vivons comme un pays qui n'est pas en guerre. Sommes-nous en guerre réellement? Et nous sommes en guerre. Parce qu'officiellement, ce n'est pas déclaré. Hein? L'Assemblée nationale n'a pas déclaré, le chef de l'État n'a pas déclaré. Mais oui, ils font comme si on n'était pas en guerre. À partir du moment où on tire des missiles dans votre pays, on touche des avions militaires dans votre pays. Ça s'appelle quoi? C'est un acte de guerre. À partir du moment où des étrangers arrivent dans votre pays, occupent des territoires, assassinent, tuent des femmes et des enfants, vous appelez ça comment? Si nous ne sommes pas en guerre, qu'est-ce qui se passe au Congo? Il y a des parts entiers du territoire qui sont occupés par des armées étrangères et en l'occurrence l'armée rwandaise. Lorsqu'on attend Paul Kagame qui dit qu'il peut rentrer au Congo et faire ce qu'il a à faire et revenir au Rwanda sans demander l'autorisation au gouvernement congolais et sans même lui rendre compte. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Paul Kagame. Ça veut dire qu'il ne nous respecte pas. Et à travers les responsables politiques que nous avons, c'est tous les peuples congolais qu'on humilie. Parce qu'on n'a pas des hommes capables aujourd'hui de dire non, stop, ça s'arrête. On ne peut plus accepter que des étrangers viennent égorger nos enfants dans nos propres terres. Au lieu de ça, on apprend que la stratégie voulue par le chef de l'État, que moi je trouve totalement naïf, c'était de faire du business. Mais le Rwanda gagne plus pendant qu'il y a la guerre chez nous. C'est comme si quelqu'un qui est plus fort que toi arrive et dit, bon, écoute, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Demain, tu dis non, écoute, comme c'est à moi, on va partager. Il ne va jamais l'accepter. Il ne va jamais l'accepter. Lui, il veut tout. Il ne veut pas que tu lui donnes, parce que sans que tu lui donnes, il prend déjà. Donc c'était une très mauvaise stratégie du chef de l'État de faire de Paul Kagame une personne normale, alors qu'il sait très bien que c'est un sanguinaire, de faire de Paul Kagame son partenaire, alors qu'il sait très bien que c'est un criminel de guerre, de faire de Paul Kagame son frère, parce qu'il l'a appelé sur la place publique son frère, alors que Paul Kagame a tué et fait tuer des millions de Congolais dans ce pays, de faire de Paul Kagame l'ami du Congo, alors que ces gens-là ont ramené ce qu'on appelle le viol comme arme de guerre et plus de 2 millions de femmes violées dans notre pays. D'ailleurs, si Mukwege a été récompensé, c'est parce qu'il a soigné presque 60 000 femmes violées. Sur le plan médiatique, vous qui vivez à l'extérieur, qui gagne cette guerre médiatique à l'extérieur? Qui communique mieux par rapport à cette guerre? Vous qui habitez à Paris, Aujourd'hui, la communication du chef de l'État congolais, c'est ce qui est audible, c'est ce qu'on entend. Okay. Et dans les médias occidentaux, dans les médias extérieurs, c'est Félix Tshisekedi qui est entendu. Et bien sûr, son porte-parole, Mouyaya. Mais dans les actes, dans les faits, les Rwandais ne communiquent pas, ou très peu, mais les Rwandais font. Ça veut dire que les Rwandais sont sur le territoire. Ça veut dire que les Rwandais tirent. Ça veut dire que les Rwandais occupent nos terres. Ça veut dire que les Rwandais tuent et assassinent des femmes et des enfants. Vous vous souvenez, il y a un chef, il y a un militaire, il n'y a même pas un militaire, un policier à l'Est qui avait dit « Mutu nyonso, bozwa, ba bâton, ba machette ». On l'avait sanctionné. On l'avait sanctionné. Est-ce que c'est normal? On l'avait sanctionné. Ça veut dire que les Congolais qui veulent se défendre, on ne peut pas se défendre. Donc à un moment donné, les Congolais vont se dire que ces gens-là veulent notre mort. Là, on crée des milices. Là, on crée des milices. Les gens on crée des milices. Oui, mais tôt ou tard, les Congolais vont se défendre. Les Congolais vont dire à un moment donné, on en a marre de subir. Maintenant, on va créer des groupes, on va créer des milices, on va créer des groupes d'autodéfense et on va défendre la patrie. Vu que les militaires ne le font pas, vu que l'État congolais ne le font pas, vu que ceux qui nous gouvernent, en l'occurrence le chef de l'État, n'a rien mis en place pour défendre les vies des Congolais. Et ta position, Rex, par rapport à l'EAC? Parce que je viens de voir un dernier tweet qui nous dit que les officiels rwandais, on ne peut pas le chasser parce qu'ils ont une immunité diplomatique. Donc aujourd'hui, nous sommes coincés dans l'EAC. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, on nous ressort qu'on ne peut presque plus quitter ça. C'est un mariage sans divorce, en fait. Non, on est mariés pour la vie, là. En fait, d'abord, l'EAC, c'est encore une erreur. C'est encore une bêtise. Faire venir, si le chef de l'État avait appelé le Kenya et les autres pays pour se battre aux côtés de l'armée congolaise, je l'aurais applaudi, comme l'a fait Mouzé
avec le Zimbabwe, avec Mugabe. Tu vois ce que je veux dire? Les militaires zimbabwéens sont venus, se sont battus avec nous, justement contre les Rwandais, et nous les avons chassés. Au jour d'aujourd'hui, le chef d'État fait venir des militaires qui occupent notre terre pour être, soi-disant, une force tampon entre les Rwandais et nous. Mais ce qu'on ne dit pas aux Congolais, c'est que parmi ces forces, il y a des officiels et des officiers rwandais. Comment on a pu accepter que des Rwandais puissent être dans l'EAC? Avec les critiques, le peuple qui s'insurge, allez, on dit maintenant que non, on chasse les militaires rwandais. Aujourd'hui, j'apprends que l'Éthiopie et les autres pays disent non. Non, oui, ils ont écrit une lettre. Non, ils ont écrit une lettre disant que non, on ne peut pas chasser les militaires rwandais. Ça veut dire, quelle est notre souveraineté? Exactement. Quelle est notre souveraineté? On a perdu. Quel est notre pouvoir? Nous ne sommes même pas capables de dire à des... C'est-à-dire que ces gens-là, tellement qu'ils ne nous respectent pas, on les invite chez nous pour être une force tampon, ils nous se permettent de nous dire ce que nous devons faire dans notre propre pays. Est-ce qu'il y a un Rex Kazadi aux affaires dans ce pays? Est-ce que ça peut exister, ce genre de choses? Est-ce que si moi, j'avais le pouvoir dans ce pays, est-ce que je pouvais accepter de telles bêtises, de telles humiliations? Vous savez, à l'époque de Mobutu, on l'a critiqué sur énormément de choses, et moi le premier. Mais il avait ce qu'on appelait la fierté d'être Congolais. Mouzé, Laurent Désiré Kabila, à un moment donné, il a dit non, 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 non. Ces gens-là doivent partir. On ne trahit pas le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Mais les gens qui sont aux affaires aujourd'hui sont en train de trahir notre peuple. Mais nous n'allons pas rester assis tous les jours, en passant dans les médias, et dire que non, on accepte, on accepte, on accepte, on accepte. Goma est coupé du Nord. Est coupé du Nord. On est en train d'asphyxier Goma, on est en train d'asphyxier Goma. D'ici là, ils vont se telle ville pris, telle ville pris, Goma est asphyxié. Les gens, des étrangers s'installent chez nous, terrorisent. Nos femmes, le Congo, c'est pas que Kinshasa. C'est ce qu'on oublie. Souvent. Certaines personnes, ils pensent que c'est, allez, Ndjili, je prends l'avion, Gombe, la vie est finie. Non, 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 non. Nous avons un grand pays, nous avons un grand territoire. Et toutes les personnes qui sont dans ce pays sont des Congolais qui aiment ce pays et qui méritent non seulement d'être protégés par le Congo, non seulement de pouvoir vivre en paix et en toute tranquillité, mais c'est leur argent qui vous permet à vous d'être là où vous êtes. Et vous ne faites absolument rien pour défendre la patrie. Le dernier sujet, je crois, c'est la visite du pape. On doit en parler. Le pape a quitté la RDC ce vendredi pour le Sud-Soudan. Les retombées, on l'a vu. Les jeunes ont scandé, les jeunes ont chanté. Et le secrétaire général de l'UDPS, eh ben, il a réagi. Devait-il réagir normalement? Ça, je laisse à l'appréciation du public. Mais les propos qu'il a tenus choquent évidemment l'opinion. Il a dit que l'Église catholique, c'est une église manipulatrice aux côtés de l'opposition. Ces jeunes ont été manipulés. Voilà. C'est vrai que le mandat est scellé, mais c'est pour leur dire qu'on a un deuxième mandat, de gré ou de force. Donc, le tribalisme, la xénophobie aujourd'hui... C'est un rêveur, dire que ça sera de gré ou de force. Azo rêvé. Tu sais, j'avais eu ici encore des membres du PPRD qui se disaient que vous allez en pouvoir pendant 100 ans. Vous allez avoir psycho. C'était non, mais quelques-uns qui étaient très zélés comme ça. Vous voyez, quand la télévision, quand le baba bêtise, Bisso Kabila, a rebougété. Kabila Longwa, comment? Histoire au passé simple. Tu comprends ce que je veux dire? Le gouvernement pensait que le pape allait venir se contenter simplement de critiquer l'invasion rwandaise. Mais non, il a dit tous les problèmes qu'on avait chez nous. Effectivement, on a des étrangers qui nous attaquent. Effectivement, ces gens-là tuent, violent chez nous. Mais il a dit aussi, ici dans notre pays, nous avons des élections dans quelques mois. Il faut qu'elles soient libres, transparentes et qu'elles reflètent la réalité de la volonté des Congolais. Parce qu'en 2018, ces élections étaient catastrophiques. Le pays a failli tourner en émeute. On nous avait coupé Internet pendant presque 30 jours. Les droits élémentaires des Congolais étaient bafoués. Nous ne voulons pas vivre ça. Celui qui gagne reste en place. Si c'est le chef de l'État actuel, c'est lui qui perd. S'il perd,
il s'en va, un autre arrive aux affaires en 2024, et le Congo continue. Les Congolais doivent être entendus. C'est pour ça que moi, j'encourage. J'ai bien aimé que maintenant que la diaspora va voter, c'est une excellente chose. Donc nous allons faire campagne à l'extérieur. Aujourd'hui, les gens dans le pays qui voient que les choses ne fonctionnent pas, vous pouvez vous faire entendre. Mais cette alerte, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, qui n'est plus véritablement l'UDPS que nous avons connu, l'UDPS, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque le chef d'État était arrivé à la tête de l'État, on disait Papa Lobaki, le peuple est d'abord. Aujourd'hui, où est le peuple d'abord? D'ailleurs, ils n'ont même plus ce slogan-là parce que ça devient ridicule de le dire. La vision de l'UDPS que nous connaissons n'a plus rien à voir avec ce que nous avons vu. Les combattants que moi je connais aujourd'hui ont été misérabilisés alors que vous êtes aux affaires, vous pouvez leur trouver du boulot, vous pouvez, rien que votre parti, le nombre de députés peut générer des fonds qui peuvent aider ceux qui sont là. Au lieu de ça, on voit des scènes comme j'avais suivi avec mon frère combattant Béa, un homme qui a fait presque Géco Béa plutôt, qui a fait presque 2 années de prison en Ndolo pour le parti, être humilié par le chef de l'État dans des termes bizarres. La vidéo. Non, mais il aurait pu le faire à huis clos. Ça se fait, non? Mais ce n'est pas la faute du chef, c'est ce qui filme et ce qui Comment publie. Ça se fait qu'il filme? Mais oui, c'est ce qui filme. Ce n'est pas la faute. Le chef, je crois qu'il est, il est convivial. Il ne voilà, savait pas. Il ne savait peut-être pas qu'il était filmé. Il ne savait pas qu'il y avait les caméras. Avec le téléphone. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le téléphone que nous avons dans Perfect Télévision. Le téléphone, aujourd'hui, est un instrument très, très... C'est plus que l'espionnage. Un homme comme Géco Béa mérite le respect pour ce qu'il a fait pour ce pays. Il a été dans énormément de manifestations. Il a été blessé plusieurs fois, il a fait de la prison. Lorsqu'on a envie de lui parler, lorsqu'on respecte l'individu, on le prend à huis clos, vous êtes seul et vous lui dites ce que vous pensez de lui. Mais lorsque vous le diminuez sur la place publique et que vous lui manquez de respect parce que vous êtes chef de l'État pour privilégier d'autres médiocres comme les Kabouya. Il va porter plainte. Hein. Mais il peut le dire. Moi, je dis que Kabouya est un médiocre à la tête de l'UDPS. Et je peux le prouver. Il ne mérite pas d'être secrétaire général de l'UDPS. Attends, mais l'UDPS que nous avons connu d'Étienne Tshisekedi, les têtes qu'on avait, les professeurs, les gens qu'on avait à la tête de l'UDPS, est-ce qu'on retrouve encore la qualité de l'UDPS aujourd'hui? Les Albert Moleka et tout ça, les Valentin Moubaké. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a qui maintenant à l'UDPS? Il y a quoi, hein? Le parti pour lequel nous avons combattu ensemble pour le changement. C'est pour ça que non, je suis triste. Je suis triste pour ce parti. Je suis triste pour la dérive de ce parti. Bon, j'espère que lorsqu'il y aura un congrès, on m'a dit un congrès au mois de mars, qu'il y aura véritablement un changement. Moi, je suis un tshisékédiste convaincu, tshisékédiste du père, Sphinx. D'ailleurs, il y a 2 jours, hein, le mercredi, j'étais parti déposer une gerbe de fleurs. Ah là, au mausolée. Au mausolée. Et j'étais désolé que personne, même pas le chef de l'État, n'a trouvé le temps dans leur... Mais non, mais le pape était là, il faut comprendre un tout petit peu. Il n'y avait pas 5 minutes pour essayer ne serait-ce que déposer une gerbe de fleurs sur la tombe. Ça faisait combien? 5 ans déjà? Ça fait 6 ans. 6 ans déjà. Depuis 2017. Ah, 6 ans déjà. Ah, donc, le temps passe vite. Ils ont Bassi va Bossani, ils sont déjà passés à autre chose. Oh là là. Vous comprenez? Donc... Quand je vois ce qu'on fait pour Mzé chaque année... Vous imaginez? Pour la mort. Moi, je pensais qu'il y avait une manifestation, quelque chose comme ça. Même le secrétaire général n'est pas allé là-bas. Qu'est-ce que vous avez vu comme image publique des membres de l'UDPS le 1er février, le jour de la mort du chef, enfin de l'ancien patron de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba, hein, le patron de l'idéologie de comment ça s'appelle, triste, du droit l'état de droit. Bah, je ne réagis pas en tant que journaliste, en tant que congolaise, ça me rend un peu triste. C'est triste. On a oublié le 5, c'était le plus important d'accueillir le pape et puis quelles sont les retombées selon vous en fait, de cette visite diplomatiquement? Diplomatiquement, déjà, c'est en fait, en étant honnête, diplomatiquement, c'est les propos du pape ont été entendus à travers le monde. Le message est passé. On a mis de la lumière sur ce qui se passait au Congo, mais ça reste de la com. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Si nous voulons que les choses changent, il faut que le chef de l'État pose des actes de changement. Il faut qu'il s'enferme dans une logique où
je n'écoute personne. Cette situation demande des professionnels. Je m'entoure des professionnels de la sécurité et de la guerre. Est-ce qu'il en manque? Nous en manquons pas. Je ne sais pas s'il en a. En tout cas, il doit faire venir ces professionnels, discuter avec eux et à partir de là, prendre des décisions réelles pour que demain... Le problème numéro 1 au Congo, c'est l'insécurité. Mais Rex, tu es un intellectuel, tu réfléchis froidement. Quel est l'impact de la communauté internationale? Parce qu'aujourd'hui, on peut bien faire les choses. On peut avoir les experts militaires, on peut tout faire. Mais si la communauté internationale pèse de tout son poids pour que cette guerre ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera pas. La communauté internationale, elle a pesé de quel poids au Mali? La communauté internationale a pesé de quel poids au Burkina Faso? Lorsque les Maliens chassent les Français, alors que membres permanents au Burkina Faso d'ailleurs. Oui, hein, au Burkina Faso, ils ont refait la même chose. Lorsqu'ils vont travailler avec les Russes, alors que nous savons, le monde entier sait que les États-Unis et tous les Européens sont en guerre avec les Russes. Mais que les Mali, il faut venir Wagner, signe des contrats et ils reçoivent des avions, des hélicoptères, des armements pour défendre leur peuple. Les Français ont fait 10 ans au Mali. Ils n'ont même pas été capables de leur laisser un camion de transport. Ils ont tout pris, ils sont partis avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Pendant 10 ans, ils leur ont rien donné. Les étrangers arrivent, leur donnent les moyens d'être autonomes, le moyen de pêcher. Nous sommes ici, tous ces dirigeants-là, il faut le savoir, déjà, ce sont des pro-américains. Tous ces dirigeants-là sont des gens qui sont très complexés, qui écoutent d'abord ce qui se passe en Occident. Vous avez entendu les paroles de Mukwege, lui qui est prix Nobel de la paix. Il a dit cette phrase et je le soutiens totalement. Mukwege a dit que nous fassions, la communauté internationale nous suivra. Et la communauté internationale a toujours été comme ça. Lorsque nous décidons... que le Congolais est trop enclin à tourner notre regard vers la communauté internationale. Mais ce sont nos dirigeants, pas nous. Parce que nous, on ne voit pas les retombées de la communauté internationale. Ça fait plus de 23 ans. Il y a la MONUSCO ici. Qui font des voyages, des tournées. Chacun y va vers cette communauté. Pendant que les Rwandais sont là, nous avons quand même des hommes en armes qui sont de la MONUSCO. Pourquoi ils ne sortent pas pour nous défendre? Pourquoi ils ne sortent pas pour chasser les Rwandais? Ce n'est pas leur mandat. Ça veut dire que... Alors leur mandat, c'est quoi? Puisqu'ils sont venus ici parce que le pays est en guerre. Quel est leur mandat? Quelle est leur fonction? Quelle est leur utilité? Qu'est-ce qu'ils apportent au Congo? Qu'est-ce qu'ils apportent aux Congolais? Lorsqu'on pose ces questions-là, la réponse est on ne doit rien attendre de la communauté internationale. D'ailleurs, ils ont raison parce que ce n'est pas à eux de faire notre boulot. Ils ont raison parce que c'est à nous de nous défendre. Ils ont raison parce que la dignité d'un homme, c'est de se lever et de défendre sa femme et ses enfants, de défendre son pays. C'est ça la dignité d'un homme. Ce n'est pas de simplement tout le temps pleurer. Ah, la communauté internationale, venez la communauté internationale, venez nous aider. Oui, ils nous ont attaqués, hein, mais nous avons prévenu la communauté internationale. On ne laissera pas ça. D'ailleurs, demain, on va aux Nations Unies. Aux Nations Unies, oui, la communauté internationale, vous voyez, nous, on est avec vous et on nous tape tous les jours. Elle ne va rien faire. La communauté internationale le sait. Depuis 20 ans, le Rwanda viole notre territoire, viole notre souveraineté, viole les femmes au Congo, massacre les gens, matin, midi et soir, dans le silence absourdissant de la communauté internationale. Si la communauté internationale voulait vraiment, d'abord, ils gèleraient. Ils ont donné, je crois que 250 millions au Rwanda, il y a quelques mois. Quelques jours aussi, quelques jours à peine aussi, ils ont donné quelque chose. Pour l'armée, une aide militaire. Ils savent très bien que cette aide va servir à renforcer l'armée rwandaise pour qu'ils continuent à tuer les Congolais. Ils ont donné à l'Ukraine aussi. Vous imaginez? Quelques millions, Et qu'est-ce qu'ils ont donné aux Congolais? Qu'est-ce que le Congo a déjà eu comme armement de la communauté internationale? Ou d'un pays de l'OTAN ou quoi que ce soit? Non, nous sommes seuls. Nous devons comprendre que nous sommes seuls, compter que sur les fils et les enfants de ce pays et véritablement créer un mouvement, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Parce que les Congolais, même à l'extérieur, vous savez, la communauté internationale, elle se lèvera quand elle va voir que les Congolais à l'extérieur, que nous battons ici dans le pays, nous nous battons aux frontières du Rwanda, mais que les Congolais à Londres, à Washington, posent aussi des actes contre le Rwanda. Là maintenant, quand ça se rend sur la table, ils diront au Rwanda, maintenant cette fois-ci, si vous ne voulez pas que demain les Congolais marchent sur Kigali, arrêtez-vous. Le seul langage que comprend Paul Kagame, c'est le langage de la force.
il ne comprend pas le langage de la diplomatie, il ne comprend pas les langages de la pleurnicherie, il ne comprend pas les langages de la communauté internationale. Il comprend que les langages de la force. Il comprendra le langage de la force quand nous, Congolais, nous allons ramener la guerre à Kigali. Tant que nous ne sommes pas capables de le faire, il faut se concentrer. Il y a un rapport ou une enquête des journalistes ou d'une ONG, je ne sais plus très bien, qui ont mis en exergue l'appui ou l'apport de certaines personnalités Banyamulenge dans l'appui par rapport au M23. C'est vrai qu'ils ont dit que c'est faux, mais ça suscitait quand même une certaine... certaines peurs chez les Congolais. Est-ce que vous croyez, vous, je ne sais pas si c'est un mythe ou quoi, à cette histoire d'Empire Imatouti? Vous y croyez, vous? Moi, je crois simplement à la volonté d'agir pour défendre les Congolais. Et dans cette volonté d'agir, tous ceux qui se lèvent en disant que nous sommes la communauté Banyamulenge, etc., etc. Qui sont maltraités, qui sont victimes de... Je ne parle pas des citoyens, du peuple, c'est-à-dire des Tutsis qui vivent au Congo, dans la paix et dans le calme de manière discrète. Moi, je parle de ce que vous voyez à la télévision, revendiquer les Azarias Riverois et les Machis. Ce sont des traîtres à la nation. Ils ne se sont jamais exprimés clairement contre Paul Kagame. Moi, j'ai envie d'entendre Rouberois, Azarias, dire que Kagame est un criminel, que les Congolais doivent défendre la nation. Il ne le dira jamais, parce qu'il n'est pas avec nous, il est avec eux. Et qu'est-ce qu'il fait au Congo? Comment il continue à travailler au Congo sans jamais être inquiété? Il fait d'abord passer son ethnie avant son pays. C'est un traître. Et je le dis haut et fort, c'est un traître. Ça, ce sont des gens, dans un pays qui fonctionne, ce sont les premières personnes qui doivent rendre des comptes à l'ANR. Au lieu qu'on nous arrête, les opposants politiques, on nous arrête, nous, pour nous interviewer à l'ANR doit s'occuper de ceux qui collaborent avec l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi du Congo, c'est le Rwanda. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État lui-même. Donc nous savons que le Rwanda, c'est l'ennemi. Et ceux qui pactisent avec l'ennemi, ceux qui travaillent avec l'ennemi, sont des traîtres. Sont des traîtres. Mais rentrons chez nous. Nous devons parler du tribalisme de fond en comble. Parce que le pape lui-même a dit qu'on doit éviter cela, qu'on doit renforcer la cohésion nationale. Mais beaucoup disent que les éléments pour renforcer cette cohésion sont un peu émiettés. Dernièrement, il y a eu 2 vidéos qui ont circulé. Je sais que vous, en Europe, vous l'avez suivi, de cette concitoyenne qui a dit que le pouvoir est le pouvoir des Baluba. Vous, les Bakongo, taisez-vous, les Baswahili, taisez-vous, les Bangala, taisez-vous, c'est notre pouvoir. Une autre Né-Congo, une autre femme Né-Congo a réagi. Elle a dit, comme nous sommes dans l'année électorale, ni un Mukongo, ni un Moswahili, ni un truc, doit voter un Moluba. Et aujourd'hui, ça crée vraiment une cassure. Rex Kazadi, qui, je sais que vous avez des ambitions, quel sera le discours de Rex Kazadi, personnellement en tant que Congolais, face à cette dérive, face à cette division? Moi, j'ai de la chance. Mon père est un Moulouba, de Bakwansumpi, à Lupatapata. Un vrai Moulouba, vraiment digne de ce nom. Et il a épousé une Mungala. Ah, votre maman est... Bien sûr, nous allons rappeler Mungala. Oui, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. On va déjà jamais demander, même quand on s'est vu à Paris. Pour moi, c'est une question qu'on ne pose pas. Oui, parce que, tellement que non, je suis un Moulouba Mungala. Mon père, il a épousé cette femme sans se poser la question Kazalaki Mungala ou quoi que ce soit. Il a aimé cette femme, il lui a fait plusieurs enfants, et il a épousé cette femme, et il a honoré cette femme auprès de sa famille. Nous avons grandi à Kinshasa, dans ce melting pot, où il y a des Bakongo, des Baswahili, etc., etc., etc. Moi, j'ai et je n'ai pas connu, en tout cas dans ma vie, le tribalisme, je ne l'ai pas vécu. Vous comprenez ce que je veux dire? Bamas Tanangatu, Oyakin, pour la majorité, toujours, Mungala Mukongo, toujours un peu mélangé. On commence même à trouver, c'est même très rare, de trouver Moulouba. Machin. Pourquoi? Parce que Kinshasa, c'est un melting pot. Et malheureusement, certaines personnes de tous bords, toute ethnie,
utilise la tribu à des fins politiques. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà depuis l'époque de Mobutu. On pense, comme on n'a pas de base, comme on n'a pas de discours, comme on n'a pas de base électorale ou un discours fédérateur. C'est ce que moi je veux dire. Un discours de vérité touche tout le monde. Lorsque vous dites la vérité, vous touchez tout le monde. Lorsque vous êtes plus capable de dire la vérité ou de faire des choses pour l'intérêt général, vous faites en sorte que pour être soutenu par les vôtres, à qui vous allez dire des phrases du genre, comment dire... mais non. C'est toi qui l'as dit. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Donc, c'est pour un chef de l'État qui doit être l'église au milieu du village, ce n'est pas un chef de l'État Moulouba, c'est un chef de l'État congolais, qui doit être congolais partout où il va et avec tout le monde. Bon, pour le connaître personnellement, je sais qu'il n'est pas tribaliste. Je n'ai jamais senti cet aspect de sa personne. D'ailleurs, il a épousé une femme qui est de l'Est et il a passé toute sa vie à Bruxelles. Donc je ne sais pas, politiquement, je pense que les acteurs politiques, lorsqu'ils sont ici, ils vont te dire, tu es d'abord soutenu par les Balouba, donc ton discours doit être axé sur ça. Lorsque tu es du Bas-Congo, on va dire, tu es d'abord soutenu par les Bas-Congo, tu dois soutenir le PALU, etc., etc. Tout ça, pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore de maturité politique. Les gens ne se battent pas très rarement pour des idéaux. Ils se battent plus pour des individus. Donc, ce que nous avons mutu, nous avons idée à zolobate, nous avons mutu. Alors, nous avons mutu na pona nini? Parce que nous avons malamu, parce que nous avons kitoko, ou parce que nous avons moana ya ndaku nangai, azali lokola ngai. Point. Voilà, malheureusement, comment fonctionne la politique chez nous. Et moi, je trouve triste. Comment faire pour casser ça? Moi qui ai passé ma vie à l'étranger, aux États-Unis, en France, aux Antilles, etc., on me voyait plutôt comme un noir. Et moi, à travers ma négritude, je suis citoyen de l'humanité. Je me sens citoyen de tout être humain vivant dans le monde. Donc, Makambo, il y a une tribu, c'est-à-dire par la dimension du monde, les problème, il y a quartier. Même le problème, il y a famille. Il y a deux familles qui sont la dimension de la grande République démocratique du Congo, fort de ces 100 millions d'âmes qui vivent. Une dernière question, accordez-moi une minute. Est-ce qu'en France, il y a des tribus, en fait? Oui, il y en a 56. 56? Il y a 56 on l'appelle tribu ou Non, pas tribu, c'est des ethnies. Il y a des ethnies en France? Il y a les Corses. Les Corses, ce n'est pas les Bretons. Les Bretons, ce n'est pas les Alsaciens. Les Normands. Les Normands, tout ça. Oui, tout ça. Ah, oui. Ils ont aussi des ethnies. Ah, bien sûr. Ils ont les gens pensent que ça n'existe pas. Non. Mais en Bretagne, par exemple, ils ont leur drapeau. Okay. À un moment donné, il y avait une manifestation en France pour les routes et tout. Les Bretons sont sortis. Avec leur drapeau? Bonnets rouges, ce qu'on appelait les bonnets rouges. Okay. C'est 100% bretons. Ce sont des Bretons. Ah oui. La France est un melting pot de plusieurs ethnies qui s'est construit à travers un individu qui a dit Makamboula Bino ba ethnie et Sili, numéro 1, c'est la France. Et c'est comme ça qu'on a d'abord la France. D'abord la France. Oui. Et ils sont arrivés à ça. Quelqu'un comme le Napoléon, c'est un Corse. Ah oui, Napoléon est corse. Napoléon est corse. Tu vois, il n'est pas comme les autres, mais ils ont mis au-dessus de tout la France. Merci, en tout cas, c'est quelque chose que je voulais bien savoir parce que, voilà, je pensais que c'était un apanage simplement des nounouras, des tribus, des ethnies. Merci. Donc, les ethnies sont partout, mais c'est d'abord le pays. Donc, je crois que nous y arriverons avec une nouvelle classe politique parce que, en tout cas, les gens disent cette fois-ci, ils en ont marre de voir les mêmes têtes. En tout cas, moi, je côtoie les jeunes, les mamans, ils ont dit... Ils veulent voir d'autres têtes dans l'échiquier politique congolais. Ils en ont marre de voir les mêmes têtes depuis 1960. Ils sont fatigués. J'espère que cette fois-ci, il y aura vraiment des nouvelles têtes, de nouveaux vents et tout ça, et que ça sera la RDC d'abord. Merci Rex Kazadi. Merci de l'invitation. Merci à vous qui nous suivez et nous allons nous retrouver très très bientôt.